Bonsoir à tous et bienvenue sur Actu Afro. L'actualité diplomatique en Côte d'Ivoire est marquée par la réaction officielle du gouvernement face aux accusations du général Abdourahmane Tiani visant le président Alassane Ouattara. Des déclarations jugées graves par Abidjan, qui parlent désormais de lignes rouges franchies. Dans cette vidéo, nous revenons sur la sortie d'Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, les mesures diplomatiques engagées et les enjeux de cette tension entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Index vert pointant vers la droite blanc, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité ivoirienne. La réponse d'Abidjan après les accusations du général Abdourahmane Tiani qui dirige la transition au Niger. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, Dr Arthur Kamenan Yogwe, peut-être que vous nous aiderez à comprendre. Comment analyser le fait que l'État islamique revendique l'attaque alors que Niamey a si vite fait d'accuser des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore l'éternel ennemi toujours prompte à soutenir l'impérialisme, la France? En fait, il y a une chose qu'il faut noter, et puis c'est ce que j'appelle le paradoxe de la souveraineté. C'est-à-dire que quand vous écoutez le compte-rendu fait par les autorités nigérianes, il est mentionné que l'armée a réagi promptement pour mettre en échec cette tentative avec l'aide des Russes. C'est noté, avec l'aide des Russes qui ont sécurisé un compartiment du territoire. Donc cela signifie que dans leur politique de souveraineté, ils ont fait appel aux Russes. Maintenant, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que quand ils appellent les Russes, eux, dans la conception qu'ils ont de la souveraineté, ils sont libres de choisir leurs partenaires. Mais lorsque la Côte d'Ivoire décide de pouvoir, ou même les autres États décident de choisir des partenaires de façon libre, pour eux, ils sont soumis à une forme d'esclavage ou à une forme de dépendance ou de manipulation. D'ailleurs, jusque-là, le Niger n'avait pas reconnu officiellement la présence des Russes voilà. Et dans ces opérations. Dans le communiqué, ça a été noté. Donc, pour moi, c'est vraiment une illusion qui a été vendue dans le but de pouvoir faire asseoir une autre chose que de gérer efficacement le pays. Donc, c'est un peu cette réalité qui apparaît. Mais dans la géopolitique actuelle, lorsqu'on regarde, j'avoue que en se référant aux différents discours, soit du président français, au discours de plusieurs partenaires stratégiques, je me rends compte que la France, dans sa position actuelle, par rapport à la Côte d'Ivoire, n'est pas en mesure, à mon avis, n'est pas en mesure de dicter quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire. Dans la mesure où la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur stratégique, non seulement pour la France, mais également pour les intérêts géopolitiques. Donc, dans cette posture-là, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit manipulée par la France en vue de pouvoir faire asseoir les desseins de la France. Je ne pense pas. C'est bon, Josias? Oui, moi je pense que ça peut se lire sous deux angles. D'abord, le premier, l'intérêt c'est de renforcer le nationalisme. Si la question est initialement celle de savoir pourquoi est-ce que le Niger accuse directement ces pays, après que, ou bien on peut même le dire avant même, sachant bien évidemment que c'était par exemple l'État islamique, parce que à l'époque, il y a certaines rumeurs au niveau du Niger qui disaient déjà que le pays était en proie d'être attaqué. Parce qu'à 15 km de la capitale Niamey, il y avait déjà une attaque qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Donc, l'objectif ici, c'est renforcer le nationalisme. Et à côté de cela, montrer également un acteur, un partenaire qui est vraiment capable de nous défendre, de nous soutenir. Les deux facteurs mis ensemble, ça donne le cocktail qu'on a pu voir. Et ça nous permet aussi de nous poser une autre question qui débouche aussi sur le fait que, est-ce qu'à la réalité, il n'y avait pas derrière tout ce qu'on a pu voir peut-être ces soutiens-là, effectivement. Parce que si on veut mener une analyse rigoureuse, on peut se permettre de dire le Niger n'a pas raison lorsque le Niger agit ainsi, mais est-ce que lorsque le Niger dit ces pays-là étaient des sponsors, c'est totalement faux. En fait, je pose la question pour qu'on puisse regarder aussi le sujet d'une autre manière. Si on se dit, parce qu'il y a eu des vidéos, c'est l'État islamique qui a attaqué effectivement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être le transport, le moyen, un soutien logistique qui a peut-être été apporté, par exemple par la France, par le Bénin ou la Côte d'Ivoire? Question qu'on peut se poser en ce sens où, même dans l'endroit, il y avait des intérêts qu'on pourrait qualifier de français, avec l'uranium qui était en jeu, qui devait être, après l'affaire avec Orano, récupéré par l'entreprise, mais c'est devant le tribunal, ça doit être géré. Est-ce que derrière le soutien logistique ou l'apport logistique, il n'y avait pas ces pays-là, par exemple? D'autant plus qu'on n'est pas habitué à voir l'État islamique, par exemple, revendiquer et par la suite, ou avec pragmatisme, rapidité, sortir des vidéos de ce genre, facilement comme ça. Ça se fait. Mais ah ouais, c'est-à-dire dire que oui, ça se fait. Ces dernières années, ça s'est beaucoup répété, notamment au Burkina. Justement, c'est pourquoi je voulais relever l'intérêt de faire cela. Ça permet d'abord de relancer le groupe djihadiste qui est en jeu. Parce qu'il n'y a pas que l'État islamique dans l'endroit. Il y a plusieurs acteurs. Donc l'État islamique va dire c'est nous qui l'avons fait et on montre la preuve que c'est nous qui l'avons fait pour réveiller le mouvement. Mais à côté de cela, est-ce qu'il n'y a peut-être pas cette
option-là qui pourrait nous laisser croire qu'il y avait d'autres acteurs. Pas forcément la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France, mais est-ce que la question reste posée? Donc, je me dis, à côté, on peut encore creuser à ce niveau-là. Et je reviens encore pour dire, si le Niger, par rapport à la question que vous avez posée, a réagi comme ça, est-ce que la finalité du Niger et de l'État islamique également, ce n'est pas un autre jeu qu'on n'arrive pas à voir? Donc, la question reste posée et peut-être qu'on aura un élément de réponse là. Alamine? L'analyse de Josias me fait un peu peur. Moi aussi. C'est-à-dire, j'avoue. on est dans un contexte de sécurité intérieure en situation sous-régionale. Une analyse avec beaucoup d'hypothèses. Mais parce après les est-ce que... de réfléchir, hein. Après les On va lui permettre d'aller au bout. Après les est-ce que, par exemple, quel est l'élément factuel qui justifie les est-ce que? C'est-à-dire, quand, par exemple, vous sous-entendez la présence d'autres acteurs, hormis l'État islamique, dans l'espace, est-ce que quoi, selon vous? Parce que je n'ai pas vu des éléments factuels, quoi. Est-ce que quoi? À cause de quoi, par exemple? En fait, lorsque j'émets cette question-là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'élargir le champ des réflexions. Donc, ne pas rester sur le fait que le Niger a mal agi. On pourrait aussi regarder le côté de l'accusation. Pourquoi est-ce qu'on dit factuellement ou directement que c'est faux? Dans ce genre de cas, on ne peut pas avoir de preuves tacites qui prouvent que, effectivement, la Côte d'Ivoire n'est pas... qui prouve que la Côte d'Ivoire n'est pas directement ou est directement impliquée dans la chose. Oui. Moi, c'est ça qui me gêne un peu. Ça sonne trop théorie du complot. Oui, à la minute. C'est justement ce qui a été relevé par les dirigeants. Non, pas du tout. Et alors, dans ce sens-là, c'est pourquoi je pose ces questions-là. Très bien. Non, il y a des situations pour moi qui sont claires, quoi. Souvent aussi, c'est un peu difficile d'être analyste. Souvent, quand on est analyste, on cherche où il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a un État qui accuse un autre d'être complice d'un attentat qui ne met même pas une preuve fût-ce le poids d'un atome, et vous émettez une série d'hypothèses. La série d'hypothèses peut être valable si vous mettez en évidence des enjeux géostratégiques. Par exemple, peut-être vous allez nous dire que le Niger régorge tel nombre de choses. Mais ce qui me gêne un peu dans son analyse, il n'y a même pas eu ces éléments factuels-là. C'était une hypothèse pour poser une hypothèse. Donc, l'équilibrisme ne consiste pas à ça, justement. L'équilibrisme, peut-être, c'est de mettre en évidence des éléments explicites et non tacites qui peuvent peut-être déboucher sur d'autres pistes de réflexion. Pour revenir à votre question, pourquoi ils le font? Ils le font aujourd'hui parce que pour moi, la Côte d'Ivoire et au-delà, le président Alassane Ouattara, pour moi, c'est la personnalité politique la plus influente de l'Afrique de l'Ouest. Même pas l'Afrique de l'Ouest francophone, y compris les présidents du Nigeria et du Ghana. Parce que le leadership d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, au fil de ces 15 dernières années, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, en une décennie et demie, il a réussi à positionner la Côte d'Ivoire à un niveau macroéconomique incroyable, mais il incarne en même temps un leadership qui est assez attrayant. Vous allez voir que dans la zone ouest africaine, au-delà du fait qu'il est un peu âgé, tous les pays viennent auprès de lui. Comme Oufoué d'antan, c'est Alassane Ouattara vient voir pour prendre le conseil sur tel sujet. C'est Alassane Ouattara on consulte pour telle chose. Tous les pays qui nous entourent. Donc, si vous, par exemple, excusez-moi, le général Tiani, lorsqu'il accuse, par exemple, un Bassirou Diomaye Faye, ça n'a pas le même effet dans l'AES que lorsqu'il accusait Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara a un peu plus de capacité, de capabilité. Donc, on est en train de chercher un grand ennemi commun qui a toujours eu, dans son histoire, une narrative qui tourne autour de théorie du complot, filleul politique d'Oufoué-Boigny, Oufoué-Boigny lui-même qui était traité d'espion français. Ouais. Donc, ils veulent rester dans cette continuité-là pour créer une énergie d'anticolonialisme. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui à la mission. Vous dites c'est pertinent. La Côte d'Ivoire et ses dirigeants de tout temps ont été présentés comme ça, comme les ennemis entre griffes d'un certain panafricanisme. Le président Oufoué en a fait les frais. Exactement. Donc, ils sont toujours sous cette même logique. Raison pour laquelle on ne voit jamais de preuves dans ces séries d'accusations. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit cesser. Docteur Kamena a parlé de quelque chose de très intéressant. On veut être souverain, mais c'est une souveraineté qui est partielle, qui est partiale, qui est sélective. On ne peut pas fuir un acteur du Nord vers un autre acteur du Nord par rapport à des questions existentielles où on ne maîtrise même pas. Le premier rôle régalien d'un État, c'est la sécurité. Donc, tout ce qu'on explique là, le développement économique, il faut d'abord arriver à garantir la sécurité. Donc, si vous n'avez pas les capacités de votre sécurité, vous n'avez pas le droit d'insulter. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, Donald Trump, il peut se permettre certains vices diplomatiques parce qu'il a les moyens de sa politique sécuritaire. Mais lorsqu'on est vulnérable sécuritairement, majoritairement pour les pays de l'Afrique, précisément pour ceux de l'Afrique de l'Ouest, singulièrement pour ceux du Sahel, on n'a pas le droit de tenir un discours guerrier dont on n'a aucun levier pratique pour pouvoir faire face à la menace. On devient rapidement vulnérable, on s'isole inutilement. Et ce sont des populations, des femmes, des enfants, des jeunes qui n'ont absolument rien demandé